Bonjour, c'est Ketevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Dans le livre 1 de ses essais, Montaigne écrit que le jour de notre mort est le seul qui permette d'émettre un jugement sur tous les autres jours de notre vie. Il disserte sur le fait qu'au moment de sa mort, un être peut faire preuve de courage ou de lâcheté et qu'il peut se montrer autre que ce que l'on a toujours cru. La mort est le véritable révélateur. À cette dernière scène, entre la mort et nous, poursuit-il, il n'y a plus à feindre. Il faut montrer ce qu'il y a de réel et de bon au fond de nous-mêmes. Mais quand Montaigne écrit ça, on comprend aussi qu'une vie n'est vraiment intelligible qu'à la fin. C'est le recul qui compte, la possibilité de regarder une existence dans son entièreté, de tracer les lignes entre les événements comme au crayon de papier, quand on reliait les uns aux autres les points sur les matrices de dessins pour enfants. En attendant, on avance, parfois à tâtons, sans comprendre le sens général, qui bientôt, peut-être, apparaîtra. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. L'épisode d'aujourd'hui est une histoire de puzzle et de sens. Il est réalisé par Iris Ouedraogo. J'entre en Hippocagne, c'est une classe préparatoire littéraire qui prépare les concours aux grandes écoles, l'école normale supérieure. Et c'est pas les études les plus simples pour moi à ce moment-là, parce que il y a beaucoup d'interrogations orales, il y a beaucoup d'évaluations. Et je commence dès le mois de septembre, octobre, avec une colle de géographie, donc une interro à l'oral où on a une demi-heure pour préparer un sujet, et puis ensuite on présente au prof en un quart d'heure, 20 minutes, tout ce qu'on a trouvé, et ensuite il nous pose des questions, et voilà. Et du coup, j'arrive à cette colle de géo vraiment pas dans mon sujet, et j'arrive complètement essoufflée, complètement paniquée, parce que je sais que j'ai pas du tout su répondre au sujet, donc je vais devoir lui parler de quelque chose que je connais pas pendant 20 minutes, en brodant comme je peux, et que ça va se voir au bout de 30 secondes. Et quand je commence à parler, en fait, je parle pas, j'y arrive pas, je peux pas prendre la parole, juste parce que déjà je suis essoufflée, mais en plus de ça, je ressens comme un serrage au niveau de la gorge, comme si mes cordes vocales voulaient pas se mettre à vibrer. Ça, y a aucun son qui sort, et je comprends pas ce qui se passe, en fait, du tout. J'ai l'impression de m'étrangler un peu. Et mon prof le remarque, voit bien que j'arrive pas à parler, que je panique un peu. Donc il me dit de me calmer, de boire un verre d'eau, que ça va passer. Mais en fait, c'était plus que ça, parce que j'ai déjà été stressée pour plein de choses, mais quand même, je pouvais réussir à broder. Et là, physiquement, en fait, je peux pas parler, ça marche pas. C'est la première fois que je suis dans une grande ville, que j'ai quitté mes parents. Et ça se passe plutôt pas trop mal, en fait. Je trouve tout de suite une copine avec qui je m'entends vraiment très bien. Et je pense que j'ai eu de la chance, parce que c'est pas très facile pour moi à cette époque de rencontrer du monde. En fait, j'ai un peu du mal à rencontrer de nouvelles personnes, à leur parler, à faire connaissance. C'est pas que je me contente de mes copains, parce que au final, je me rends bien compte que j'aimerais bien avoir un cercle un peu plus large. Enfin, mais ça se fait jamais, en fait. Je me dis que je suis timide, en fait, voire que je suis carrément une sociopathe qui est pas faite pour pour le monde dans lequel il vit, quoi. Parce que je me mets des barrières, en fait, toute seule. Je me rends compte que c'est moi qui me les mets. Quand je suis au lycée, je suis abonnée au magazine Phosphore, et il y a des articles sur les métiers qu'on peut faire, enfin des petits topos sur les études, et sur les professions. Et il y en a un jour sur l'orthophonie.
C'est une profession qui va s'occuper de tous les troubles de la parole, du langage, que ce soit oral ou que ce soit écrit, en fait. Ça va être les troubles d'articulation, les retards de langage, les enfants qui parlent pas trop quand ils ont 2, 3 ans. Et j'aime bien ça, en fait, le fait que ce soit justement assez dans le médical, mais en même temps, il y a un petit côté scolaire. Je commence d'abord par partir en Hippocagne, et puis après en Cagne, donc en classe préparatoire littéraire. Et ensuite, je passe une licence de lettres. Et ensuite, je prépare les concours d'orthophonie pour de bon. La préparation du concours, c'est assez plaisant puisqu'on est une petite classe, on est une vingtaine. Dès le début de l'année, en fait, je rencontre quelqu'un qui est hyper sympa, qui va devenir trop ma copine de l'année. On va préparer le concours ensemble et du coup, les autres filles, on n'était que des filles de ma classe, je les connais plus ou moins, mais pas énormément en fait. On est surtout à deux pendant toute l'année. Et globalement, ça a toujours été plus ou moins comme ça pendant mes études. En fait, j'avais une super copine et puis après, bon, il y avait les autres et au bout d'1 an ou 2 ans ou 3 ans, je commençais à les connaître et je finissais par avoir un groupe de 5. Mais au début, souvent, j'ai des relations plutôt duelles comme ça. Ça s'est toujours fait comme ça et c'était beaucoup plus facile pour moi et j'ai quand même eu du bol, du coup. Avec ces copines-là, ça va, je suis assez naturelle. Et puis, elles me rentrent un peu dedans quand on doit préparer nos oraux, parce que du coup, il y a un très gros oral pour l'entrée au concours d'orthophonie, où il faut montrer qu'on parle bien, qu'on s'exprime avec naturel, aisance, etc. Donc tout ce que je sais pas faire. Et du coup, pendant l'année entière, en fait, on s'entraîne à se présenter, à parler de soi, à pourquoi on veut devenir orthophoniste, qu'est-ce qui fera de nous un super orthophoniste. Et je me rends compte cette année-là, d'ailleurs, que je suis hyper hautaine, en fait, quand j'essaye de parler de moi et d'essayer d'expliquer aux gens pourquoi il faut absolument me prendre dans son école. J'avais été admissible aux écrits dans la plupart des villes que j'avais passées. Du coup, j'avais une quinzaine d'oraux qui étaient programmés. Le premier que j'ai passé, c'était Paris. Et c'est un oral qui est très technique, en fait, où on ne nous demande pas du tout de raconter qui on est, pourquoi on veut être orthophoniste. Ils veulent voir si on a un cerveau qui marche bien, quoi. Donc ça se passe pas trop mal, mais je suis sur liste d'attente, mais je dois être 5e. Enfin, clairement, je serai prise à Paris, j'ai pas trop de doutes. Et juste après, par contre, je passe l'oral de Strasbourg. C'est vraiment la ville dans laquelle je veux aller parce que j'avais déjà fait mes études là-bas, enfin un morceau de mes études, donc je me mets beaucoup la pression. C'est un des premiers oraux et je veux absolument réussir. Et là, c'est un oral qui est pas du tout fait pour moi parce que, au contraire, ils veulent vraiment savoir qui on est, ils veulent vraiment qu'on parle de nous. Il y a un oral de groupe où on nous donne un thème à la noix, genre que pensez-vous du port du voile ou je sais pas. Et du coup, on fait un espèce de débat plus ou moins fictif avec une dizaine de personnes qu'on connaît pas. Et c'est affreux parce que du coup, il faut prendre sa place, il faut dire des choses, mais sans être agressif, sans monopoliser la parole, parce que le jury, à ce moment-là, je crois pas qu'il y avait d'orthophonistes, je crois que c'était que des psys. Et du coup, qui vont essayer de décortiquer comment on se positionne, voilà, si on monopolise la parole, si on invite les autres à prendre la parole aussi, si on s'est rendu compte qu'il y en a qui étaient dans leur coin. Enfin, l'horreur absolue. Donc, je sais pas trop comment je m'en sors, mais je crois que j'ai pas eu une super note à cet oral-là. Et il y en a un autre où c'est assez alambiqué. On doit réussir à parler de nous et de nos motivations, plus ou moins, tout en faisant un commentaire de texte qu'on nous a donné. Donc, c'est un texte on a le choix entre plusieurs textes, qui est plus ou moins philosophique. Enfin, et on doit faire des commentaires dessus, tout en réussissant à introduire le fait que le chemin qui court, c'est un peu comme ma vie finalement et mes études qui m'emmènent vers l'orthophonie. Bon. Après, j'ai eu le détail de mes notes et je crois que j'ai été classée peut-être dans les 10 premiers à l'écrit et à l'oral, j'ai eu des notes qui étaient vraiment, mais alors vraiment pas bonnes du tout. Je dois être une de celles qui a eu les notes les plus basses à l'oral. En fait, clairement, ils voulaient pas de moi du tout. En première année à l'école d'orthophonie, bon, je dirais pas que je m'ennuie, mais quand même, le premier semestre, c'est pas hyper palpitant. Et puis après, ça s'arrange, on commence à aborder des choses beaucoup plus intéressantes en cours. On commence après à voir toutes les pathologies, enfin voilà, ça devient plus intéressant. En première année aussi, on nous laisse un petit peu du temps pour faire des premiers stages d'observation. Et ça, je le fais pas. En fait, j'appelle aucun orthophoniste parce que j'en connais pas à Strasbourg déjà. Mais personne, en fait, en connaît a priori, mais juste, j'ose pas décrocher mon téléphone et demander. Je me dis que je vais interrompre une séance, du coup, je vais les déranger, du coup, ils vont pas avoir le temps de me parler. Et à la fin de l'année, j'ai toujours pas fait mes stages d'observation et c'est quand même la condition pour passer en deuxième année. Du coup, j'ai vraiment plus beaucoup de temps pour les faire. Et mes copains se rendent compte en fait que je les ai toujours pas fait ces stages et du coup ils me secouent les plumes un peu en me disant mais qu'est-ce que tu fais quoi, c'est n'importe quoi, dépêche-toi un peu.
ça m'a demandé un effort énorme et même là, je me suis arrangée pour, envoyer un mail à des orthophonistes et à demander à ma mère qui travaille, dans le secteur médico-social de demander à son patron si, une des orthophonistes de son groupe pourrait me recevoir. Enfin, en fait, je m'arrange pour pas avoir à poser la question moi-même, ce qui est affreux d'ailleurs du point de vue autonomie, mais mais je sais pas, j'arrive pas à les contacter et à faire les démarches moi-même, quoi. Enfin, prendre mon téléphone, ça marche pas. C'est pas si conscient que ça, en fait. Je me trouve un peu des excuses et parfois je me dis que c'est quand même beaucoup plus pratique, mais en vrai, c'est juste que j'ai hyper peur de déranger les personnes et de leur parler, en fait, tout simplement. Je me dis que du coup, si jamais je bafouille, qu'est-ce que je fais? Je vais pas pouvoir raccrocher parce que ça se fait pas, c'est, une demande de stage, enfin, que ça va donner une super mauvaise image de moi et comme je suis orthophoniste, j'ai pas le droit de pas bien parler au téléphone. Enfin, je me dis que ce serait affreux que je bafouille une seule fois et qu'ils se diraient que c'est pas possible, ils peuvent pas me prendre et je sais pas, j'ai une sorte de souci de la perfection absolue, au niveau du téléphone et c'est en 3e année. Je veux absolument aller en stage avec, une orthophoniste qui est, spécialisée dans le bégaiement, qui en fait beaucoup et moi j'ai pas beaucoup étudié ça encore, j'en ai pas beaucoup vu en stage et du coup, elle, j'ai pas trop le choix, faut que je l'appelle, elle est un peu vieille et je lui laisse un message et en fait, je bafouille complètement, j'arrive pas du tout à dire ce que je veux dire, c'est ridicule comme message, enfin et du coup je panique et je crois que je veux essayer de supprimer le message mais je peux pas. Je sais pas ce que ça donne, je veux même pas y penser, je raccroche en panique en me disant: «Oh mon Dieu, c'est horrible!» Elle va croire que je suis un patient qui appelle, parce qu'il bégaye et que du coup, j'essaye, de prendre rendez-vous pour moi en tant que patient, quoi. Vers la fin des études, à l'école d'orthophonie, on a un cours sur le bégaiement et c'est la première fois, je crois, qu'on nous parle de bégaiement quasiment. Je m'étais déjà fait la remarque qu'en fait, j'y connaissais rien du tout et que quand même pour une orthophoniste, il fallait peut-être que je me penche un peu sur la question et c'est pas un cours qui me passionne énormément en fait, j'écoute un peu d'une oreille mais quand même, petit à petit, je me rends compte que il y a des trucs qui me font vachement penser à mon père dans ce que raconte la prof sur, le bégaiement, c'est pas qu'avoir des accros quand on parle, c'est aussi avoir, le regard qui fuit, quand on parle à quelqu'un, avoir du mal à le regarder dans les yeux, faire des gestes, quand on sent que, il y a eu un petit blocage, on agite la main, on agite la tête, on a un petit tic, au niveau de la face, et je me dis: «Ah bah tiens, mon père il fait un peu ça quand même, le regard qui part, quand il a un peu du mal à parler». Il y a des moments, c'est pas tellement qu'il y a des choses qui vont vraiment bloquer, des voyelles qui vont durer un petit peu trop longtemps ou voilà et j'en parle à une copine le soir en lui disant: «Eh mais tu sais quoi? Je crois qu'en fait mon père il bégaye parce qu'en plus, je découvre ce jour-là, c'est un peu tard, mais que le bégaiement c'est génétique, en partie du moins et que du coup, mon oncle, lui, il bégaye. Alors lui, c'est vraiment sûr, c'est un vrai bégaiement qui s'entend vraiment bien, assez typique et du coup, je lui dis: «Bah, tiens, en fait, mon oncle, je savais, mais alors mon père, je m'en étais jamais rendu compte et je me suis souvent dit qu'il avait une façon un peu bizarre parfois de s'exprimer, mais je pensais qu'il était juste un peu timide comme moi parce que pareil, il aime pas franchement, rencontrer du monde, et être dans des endroits où il faut beaucoup, faire de mondanité». Et je lui dis: «Mais en même temps, je pense, à certaines de ses mimiques et de ses attitudes, je crois que franchement que moi aussi je le fais et limite, ça se trouve moi aussi j'ai du bégaiement, parce que regarde, j'ai du mal à parler en regardant vraiment les gens dans les yeux ou si j'arrive pas à dire quelque chose, je vais changer de mot», Puis du coup elle me dit un peu je crois, «Non mais c'est bon arrête, te pose pas trop de questions quoi», et peu de temps après du coup donc j'ai eu mon diplôme, je suis orthophoniste pour de vrai. Et je veux partir travailler, à Nantes. Du coup, comme je suis encore à Strasbourg à ce moment-là, j'habite pas encore à Nantes, du tout, je trouve des orthophonistes qui cherchent, un remplaçant pour le trimestre d'après et je prends un billet de train pour aller, jusqu'à Nantes pour avoir un entretien et comme je sais que je vais pas pouvoir y aller beaucoup de fois, j'aurai pas franchement d'autres chances donc je me mets une grosse pression parce que l'orthophoniste que je vais rencontrer, il faut absolument qu'elle me prenne, quoi. L'orthophoniste me dit, «Bon, bah, il y a un truc qui est hyper important par contre, il faut vraiment que tu sois bien calé en bégaiement parce que j'en ai quand même pas mal des patients qui ont du bégaiement et du coup, c'est un peu la condition sine qua non». Donc je lui dis: «Mais oui, bien sûr, je suis hyper à fond en bégaiement, pas de souci, j'ai fait des stages, où, j'ai des orthophonistes, qui étaient vraiment spécialisés dans le bégaiement donc je gère». Et du coup, elle me dit, 2 jours après: «Bon, bah, c'est bon, le remplacement est pour toi, tu commences dans 2 mois et puis,
ça va durer 9 mois. Et en fait, je panique complètement en me disant: «Mon Dieu, j'y connais rien en bégaiement, en fait». J'ai complètement, survendu le truc, j'ai effectivement fait des stages où j'ai vu un petit peu de bégaiement, mais franchement 2 personnes et j'y connais rien, en fait, du tout et mon cours, je l'avais un peu écouté à moitié, enfin, le moment de partir à Nantes approche et alors déjà, je vais changer de ville, ce qui est déjà un challenge en soi parce qu'il va falloir que je rencontre des nouvelles personnes, et que je me fasse ma petite place, à l'autre bout de la France et en plus de ça, je sais que quand même, ça va pas être si facile, au niveau des prises en charge parce que ce bégaiement-là, je le maîtrise pas, quoi. Quelque temps, avant de commencer, je m'inscris à une formation qui va parler de bégaiement. En fait, il va y avoir, 3 fois 2 jours, de formation avec une spécialiste. Mais cette formation-là, elle va commencer, assez longtemps après. On s'inscrit en avance et du coup, j'aurai quasiment fini le remplacement quand je vais commencer la formation. Elle m'avait dit qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient du bégaiement dans sa patientèle et finalement, il y en a pas énormément et puis les petits, ça se passe plutôt bien parce qu'en fait, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. J'arrive bien à gérer, je pense, plutôt les familles et puis leurs enfants. Par contre, c'est un peu plus compliqué avec les adultes. Il y a un monsieur qui a un bégaiement qui est très particulier, en fait, que je comprends pas trop parce qu'en en fait, il bégaye pas. Enfin, il parle plutôt très bien, il surarticule, alors il parle extrêmement vite, mais à ce moment-là, je comprends absolument pas, ce que je peux faire avec lui et puis il est très perfectionniste. Lui, il veut faire des exercices de diction et des virelangues, du style les chaussettes de l'archiduchesse. Enfin, du coup, bon, ça passe pas trop entre nous quand même. Enfin, j'essaye de lui proposer des trucs, mais clairement, je bricole un peu. Et puis il y a une deuxième adulte que je dois voir, qui a à peu près mon âge en fait. Et l'orthophoniste m'avait expliqué, enfin celle que j'ai en place m'avait expliqué qu'elle avait une histoire de vie un petit peu compliquée. Il y avait des histoires, ouais, des histoires, d'attouchement, enfin bon, des histoires un petit peu glauques et elle avait déjà un enfant qui était assez grand, elle était dans une relation hyper nocive, enfin, vraiment un truc très compliqué. En plus de ça, elle avait donc un bégaiement énorme, hyper audible, hyper visible, avec beaucoup de tics, avec beaucoup de tension dans le corps. Enfin, elle m'avait fait un petit tableau de de la prise en charge et en fait, c'est vraiment ça qui m'angoissait le plus, je pense que c'était le fait que ce soit déjà une fille qui a mon âge, qui avait eu plein de choses très compliquées dans sa vie que moi je me sentais pas du tout les épaules de gérer à ce moment-là. Le premier jour de mon remplacement, elle doit venir le soir, je sais plus, 16h et toute la journée j'y pense en me disant: «Mais mon Dieu, ça va être horrible, ça va être horrible» et du coup, elle vient pas ce jour-là et je suis hyper soulagée parce que je me dis: «Bon, allez, pour celle-là, c'est bon, on verra la semaine prochaine». Normalement, elle a rendez-vous tous les lundis à 16h. Et le lundi d'après non plus, elle vient pas et celui d'après non plus et du coup, je crois que j'appelle quand même une fois pour lui demander si elle veut venir, si elle veut qu'on change l'horaire mais je dois pas insister trop non plus parce qu'en fait, ça m'arrange carrément qu'elle vienne pas au rendez-vous parce que je pense pas que j'aurais réussi à l'aider, en fait. On est très différentes, je pense, on a des parcours de vie qui sont complètement différents, mais je sais pas, je m'identifie trop pour que je me dise que ça va être possible de l'aider. Et des mois plus tard, du coup, à la fin de mon remplacement, quasiment, elle passe un coup de téléphone et je sais que c'est elle, en fait, parce qu'elle arrive pas du tout à me dire, son prénom. Enfin, elle, me dit, genre, «Allô?» mais ensuite j'entends qu'elle essaye de me dire son prénom, mais qu'elle bloque. Enfin, il y a un énorme blocage. J'ai jamais entendu un blocage aussi énorme, dans ma vie, même d'orthophoniste. Elle me renvoie un bégaiement qui est énorme, j'ai jamais vu un bégaiement aussi énorme et je sais pas, je pense que je trouve que c'est très violent, en fait, au fond de moi, je me rends compte quand même qu'à des échelles complètement différentes, j'ai ce même comportement-là, en fait. Arrive enfin le moment de la formation à laquelle je m'étais inscrite, longtemps avant sur le bégaiement et c'est super parce que du coup, j'apprends plein de choses, sur l'origine du bégaiement, sur le côté, génétique, sur, les implications au niveau, émotionnel et cetera. Genre, justement, prendre la parole, tout ce qui va être habileté sociale quoi, être naturel dans sa conversation, s'intéresser à l'autre, l'écouter, se regarder, et on aborde un peu, à ce moment-là, à la toute fin de la formation, la question du bégaiement masqué où, la formatrice va nous expliquer que le bégaiement masqué, en fait, c'est un bégaiement qu'on va jamais entendre
il y a rien d'audible, en fait, il y a rien qui va être perceptible quasiment sur, la face, émergée de l'iceberg, que tout va se passer, en dessous, en fait, sur la face immergée qui est, pleine de questions, de: «Je vais pas réussir à le dire, je vais utiliser un autre mot sinon ça va pas passer, je vais pas aller lui parler, je vais plutôt lui envoyer un mail», enfin, toutes les espèces de stratégies d'évitement bizarres qui font que le bégaiement va du coup pas s'entendre, en fait. En gros, l'idée, c'est que jamais, jamais il faut que le bégaiement s'entende. Que personne ne soit au courant, que personne s'en rende compte avec, un souci de la perfection de parole qui est exacerbé, mais pas normal, en fait. Parce que la parole, c'est plein d'accros et c'est normal, en fait, ça, par contre. Une parole qui est parfaite, ça existe pas, mais le bègue masqué va avoir du mal à l'accepter et elle nous dit que, dans ses prises en charge, les personnes qui ont un bégaiement masqué ont une souffrance énorme parce qu'en fait, déjà, ils s'en rendent pas toujours compte qu'ils ont un bégaiement masqué. Il y a des personnes qui sont très, très au courant, en fait, qui sont en train d'essayer de camoufler leur bégaiement, donc qui mettent en place des stratégies très conscientes, plus ou moins ancrées en eux, mais voilà, qui ont conscience qu'ils ont un bégaiement. Mais elle dit aussi qu'il y en a d'autres, qui s'en rendent même pas compte en fait, que c'est des comportements de communication qu'ils ont mis en place, depuis, la plus tendre enfance et que du coup jamais quasiment ça a pu émerger et que du coup, les personnes qui ont un bégaiement masqué généralement ont une souffrance énorme en eux et que quand ils arrivent à prendre rendez-vous, ce qui est pas évident parce qu'en fait, il y en a qui savent même pas qu'ils ont un bégaiement masqué, donc ils peuvent pas mettre des choses en place pour que ça aille mieux puisque c'est complètement inconscient. Mais ceux qui arrivent à être dirigés vers un orthophoniste, sont à la fois soulagés, mais en même temps, c'est la catastrophe dans leur vie parce qu'il faut faire face à quelque chose qu'ils ont essayé de cacher pendant des années. Et quand la prof nous parle de ça, quand la formatrice nous parle de ça, moi je suis traumatisée un peu parce que déjà, mes voisines de table, je les entends dire: «Oh là là, mais c'est quand même bizarre cette affaire, c'est un peu n'importe quoi, un bégaiement qui s'entend pas, c'est pas du bégaiement, c'est un peu n'importe quoi cette idée». Et sauf que moi, je me dis: «Mais non, mais c'est moi en fait, c'est sûr, enfin, c'est évident, moi j'ai ça» parce que, j'ai tous les comportements bizarres de communication, genre, justement pas regarder les gens dans les yeux, essayer d'éviter de leur parler alors qu'en vrai j'ai envie, hein, d'entrer en relation et cette énorme différence du coup entre qui je suis vraiment et les choses que je dis à mes copains que je connais bien et les choses que je donne à entendre, c'est-à-dire pas grand-chose, aux personnes que je connais pas ou avec lesquelles je suis pas à l'aise. J'évitais les gens dans la rue en faisant semblant, d'être, occupée à faire quelque chose. Enfin, tout ça, en fait, ça prend du sens parce que c'est complètement ridicule, en fait, toutes ces choses bizarres que je faisais et qui me ressemblent pas, en plus et que j'arrivais pas à expliquer. Mais là, ça prend un petit peu tout son sens. Avant cette formation, j'ai quand même lu beaucoup de choses sur le bégaiement. Je me reconnais dans beaucoup, beaucoup des descriptions, en fait. Du style, préparer, «Bonjour madame, je voudrais une baguette». S'il y a plus de baguette, c'est la panique parce que j'ai pas préparé ma phrase. Mais plus le temps passe et plus je le vis mal, en fait, c'est la catastrophe. Je me rends bien compte que j'arrive pas à parler aux connaissances que j'ai, à Nantes, que, ça y est, en fait, je me plains de pas avoir de vrais amis sur Nantes, mais en fait si, je connais plein de monde. C'est juste que j'arrive pas à leur parler naturellement, que dès qu'il y a plus de 3 personnes, je me tais, j'arrive plus à prendre la parole, que je me raconte plein de blagues dans ma tête, parce que j'ose pas les raconter à voix haute, que à chaque fois qu'on part d'une soirée avec mon copain, je lui raconte plein de choses en lui disant: «Ah oui, alors ça m'a fait penser à ça et puis tu as vu machin, il a dit un truc là-dessus et du coup moi aussi», en gros, j'ai dans ma tête toute la liste des trucs que j'aurais dû dire dans la soirée qui auraient été hyper normaux. Je l'ai pas dit à ce moment-là parce qu'il aurait fallu prendre la parole et que soit je l'ai fait et j'ai bafouillé, du coup je me suis arrêtée, soit j'ai même pas essayé parce que je me suis dit que j'allais pas réussir à le dire au bon moment ou avec la bonne intonation ou que ça allait tomber à plat et mais c'est le fait d'être un peu auto-centré qui provoque ça. Il y a un côté du coup qui me soulage parce que je me dis: «Bon je suis pas complètement folle, c'est que j'ai un vrai problème, physique quoi», ce qui m'enlève un énorme poids des épaules. Maintenant que j'ai conscience de ça, plus ou moins, hem j'y pense tout le temps, en fait. Dès que j'accroche sur un mot, dès que je bloque un peu, dès que j'ai pas réussi à dire ce que je voulais, dès que j'abandonne, en fait, parce que je parle à quelqu'un et j'ai dit un truc qui était pas du tout ce que je voulais dire, mais je me corrige pas parce que je me dis: «Tant pis, c'est pas grave», enfin et j'ai l'impression de me trahir moi-même, du coup, parce que je sais comment faire pour que ça aille mieux. Enfin,
concrètement, il faudrait que je voie un orthophoniste, au moins pour qu'il m'aide un peu, parce que faire ça tout seul, c'est quand même pas évident. Je pense qu'on peut pas trop faire sa thérapie seule. Mais je peux pas sauter le pas parce que je me dis que c'est pas possible, quoi, que je pourrais plus travailler dans la même ville, enfin. Et à un moment, en fait, je change de travail. Je vois une annonce, sur internet qui dit qu'un poste se libère, un poste d'orthophoniste, pas très, très loin de chez moi, enfin même juste à côté. Que par contre, il faut être vraiment formé en logique-o-maths et puis en bégaiement. Et du coup, je me dis: «Ah! La dernière fois que j'ai dit que j'étais bien formée en bégaiement, j'ai clairement, c'était pas ça du tout, c'était pas bien passé. Mais cette fois, ça y est, j'ai eu vraiment ma formation, bon, c'est peut-être le moment du coup de m'y remettre». Du coup, j'ai eu le poste et j'ai rencontré, l'orthophoniste qui libérait sa place pour qu'elle me parle de tous ses patients, pour, faire le point sur tous les dossiers et on prend une matinée du coup avec notre pile de dossiers pour parler de tout le monde et à un moment, elle me parle d'un garçon qui a 18 ans, qui a un bégaiement et qui a été suivi, par plusieurs orthophonistes, ma future collègue et puis avant ça aussi, une autre orthophoniste qui est spécialisée dans le bégaiement et elle m'explique que d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça a été son orthophoniste à elle, que vu qu'elle a un bégaiement masqué, elle est allée la consulter cette année puis qu'après, elle a fait des groupes, avec, des personnes qui bégayent, tous les mercredis soirs pour, parler, faire des exercices, enfin pour avancer la prise en charge et je tombe un peu de ma chaise parce qu'elle me dit ça avec un naturel incroyable, genre, qu'elle a un bégaiement masqué, je suis une orthophoniste, enfin, pourquoi elle a pas honte de ça en fait? Moi j'en suis déjà plus ou moins là dans ma tête, mais juste, avec le souci que surtout jamais, jamais ça puisse, se savoir. Et bah, en fait, je suis hyper émue. Enfin, je suis un peu toute tremblante, quand même et je lui dis pas, en fait, je lui en parle pas sur le coup. Enfin, elle me parle de ça rapidement, mais je lui pose pas de questions non plus. Enfin, j'ai encore le côté: «Il faut surtout pas qu'elle sache». Mais j'ai bien retenu par contre le nom de l'orthophoniste dont elle m'a parlé, qui est effectivement connu en fait, même, parce qu'elle donne des cours à l'école d'orthophonie et cetera et je décide que, ben, quand même, il va falloir que je l'appelle, quoi. Surtout si elle a vu une autre orthophoniste, enfin tout est possible d'un coup, tout est rendu possible par le simple fait que cette personne-là, orthophoniste, me dise: «Bah, j'ai un bégaiement masqué, je l'ai travaillé cette année et c'était super, ça s'est bien passé». Donc je l'appelle et je tombe sur sa collègue et avant d'appeler, par contre, évidemment, j'ai paniqué pendant 1 heure en me disant: «Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ça va être affreux». Du coup, je prends ma petite voix d'orthophoniste en «Oui, bonjour» et j'explique que je voudrais un rendez-vous avec cette personne-là et que, ben, aussi, bah, je suis orthophoniste et que du coup, je suis hyper gênée d'appeler, en fait et je dis ça, je pense, avec une petite voix tremblante et sa collègue me dit: «Ah mais c'est super, c'est vraiment bien que tu t'appelles, ça va être top comme travail, ça va être incroyable, vraiment félicitations d'avoir passé ce coup de téléphone» et je prends toujours beaucoup de recul par rapport à ce genre de choses, en fait. Je me dis: «Mon Dieu, mais c'est ridicule, s'il te plaît, la situation, oh là là, je voudrais vraiment pas que quelqu'un assiste à ça» et en même temps, franchement, ça faisait du bien et j'avais besoin d'entendre ça et qu'on me dise que c'était super et qu'on était trop fiers de moi, que ça allait être incroyable et qu'elle dise que je serais une encore meilleure orthophoniste après ça, c'était super fort. Le premier rendez-vous avec, mon orthophoniste, c'est hyper impressionnant parce que, bah, déjà, enfin, et son logiciel marche pas. Elle a le même que moi, en fait, de logiciel d'orthophonie. Du coup, je commence par l'aider à réparer son logiciel, ce qui est très bizarre parce que, du coup, j'ai l'impression d'être sa collègue. En fait, elle me parle surtout de tout le côté orthophonie avant de me parler de mon bégaiement, en fait et de me dire: «Bon, mais alors toi, donc tu me disais que ta parole, c'était pas facile, bah, explique-moi, qu'est-ce que tu as compris?» Donc je lui explique un peu tout ça, en fait. Elle, son travail, ça va être de m'aider surtout à faire émerger des choses dont j'ai pas encore conscience, mais que j'ai mis en place dans ma communication. Donc elle me pose des questions sur, comment je me positionne en fait dans ma prise de parole. Des questions qui vont pas du tout me concerner du style, qu'est-ce qui se passe si j'ai un énorme blocage au milieu d'un mot? Parce que ça m'arrive pas en fait. Mais par contre, il y en a d'autres qui vont vraiment beaucoup me parler du style, ben, est-ce que je vais répéter dans ma tête ce que je vais dire à la boulangère ou au coiffeur? Oui, bah, évidemment, je vais préparer ça dans ma tête, 1000 fois. Est-ce que je vais dire à quelqu'un, dans la rue que je connais pas, s'il a fait, tomber son mouchoir ou je sais pas, son portefeuille, est-ce que je vais lui courir après pour lui rendre? Bah non, clairement, je jamais de la vie je vais faire un truc pareil. Très vite, elle m'a proposé de pas forcément se voir en séance, duel, enfin, en séance normale parce que
ce qu'elle aurait pu m'expliquer, c'est des choses que je connais déjà. Par contre, moi, ce qui va me bloquer, c'est de prendre la parole avec d'autres personnes. Donc, elle m'a dit tout de suite, écoute, viens à un groupe avec des autres personnes qui ont un bégaiement masqué. Et j'avais pas du tout envie d'y aller. C'est le genre de truc horrible pour moi. Et sauf que j'ai pas osé dire non. Donc, du coup, j'ai été obligée d'y aller. Et en fait, c'est super parce que même s'il y a un petit côté réunion des alcooliques anonymes, ça fait rencontrer vraiment du monde, voir beaucoup de bégaiements différents. Et les premières fois, c'était horrible de devoir raconter ça parce que le tour de table où on voit que c'est bientôt son tour. Alors, du coup, généralement, j'écoute pas du tout ce que les autres racontent jusqu'à ce que ce soit mon tour. Et puis après, c'est bon, je peux écouter, je suis plus détendue. Et plus je l'ai fait, plus c'est allé et plus j'ai réussi aussi à expliquer ce que j'avais parce que c'est pas évident de dire à des personnes qui ont un bégaiement énorme coucou, moi je bégaye en fait, et du coup, oh là là, je me pose beaucoup de problèmes dans ma vie, c'est compliqué. Et en plus, je suis orthophoniste, donc ils étaient assez perdus au départ en fait. Et les orthophonistes qui gèrent ce groupe thérapeutique parlent souvent d'autres collègues en fait qui ont du bégaiement. Il y en a quelques-unes de reconnues qui s'assument, qui viennent témoigner aussi à l'école d'orthophonie pendant le cours sur le bégaiement, justement pour essayer d'expliquer que c'est pas si grave, quoi, et que même en tant que thérapeute de la parole, on n'est pas forcément les champions du monde de l'élocution et que c'est pas pour autant qu'on va être des champions de rhétorique. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'était adressé par son généraliste parce qu'il n'arrivait plus à prendre la parole, il stressait en fait. Et il avait vu des sophrologues, des psychologues, plein de trucologues, et personne ne réussissait à gérer son stress. Et en fait, on parle et je me rends compte que ce monsieur, il est dans des stratégies d'évitement, mais énormes pour pas dire les choses. Il a des petites habitudes, des petits tics très légers. Il n'y a pas grand-chose, mais du style claquer la langue tout le temps entre ses phrases. Et il s'arrange toujours pour pas répondre à mes questions quand elles sont trop personnelles. Et en fait, là, pour le coup, ça me sert d'avoir, moi, un bégaiement masqué parce que je connais plus ou moins les stratégies et je sais plus ou moins comment faire, moi, pour pas répondre aux choses, pour pas dire. Et du coup, je suis insupportable avec lui parce que j'arrive à contourner ses stratégies. Mais il est quand même plus fort que moi parce qu'il a un bégaiement masqué énorme, énorme, énorme et des défenses qui sont bétonnées. Et du coup, en fait, c'est un peu difficile parce que déjà, je suis la première à lui parler de bégaiement masqué, tout en ayant un peu le doute. En me disant, bon, est-ce que vraiment c'est ça ? Est-ce que c'est pas moi qui transfère complètement ce que j'ai vécu pour expliquer les choses ? Mais non, clairement, c'est un bégaiement masqué parce que tout est là, en fait. Et sauf que lui, on n'est pas du tout où j'étais, moi, quand j'ai posé le mot bégaiement masqué. Et ça a été beaucoup trop frontal, en fait, il l'a pas trop supporté. Des orthophonistes me disent que du coup je suis peut-être une meilleure orthophoniste parce que je bégaye et que du coup je comprendrai mieux mes patients, mais je sais pas si c'est pour ça. Sûrement un peu parce que je crois que c'est assez français de vouloir être très parfait dans un domaine pour pouvoir apprendre aux autres comment faire, alors que dans d'autres pays comme aux États-Unis, c'est justement les personnes avec du bégaiement qui vont faire les prises en charge du bégaiement. En France, dans l'état actuel des choses, je sais pas si ça me rend meilleure, mais en tout cas, le fait d'avoir mis un mot sur mon bégaiement, ça me permet de moins être auto-centrée et du coup de plus écouter les autres. Je pense que je suis meilleure maintenant qu'il y a 3 ans, juste parce que je sais. Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Ouedraogo, la musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie Pojman-Pontet pour son aide à la production. Transfert est un podcast produit par Louis Média pour Slate.fr. Vous pouvez continuer de nous suivre sur iTunes, y laisser des commentaires et des étoiles, sur le site d'Audible, notre sponsor, sur Google Podcast, SoundCloud, YouTube et sur les comptes Instagram @transfertpodcast et @chapudelot et sur les réseaux sociaux de Slate et de Louis. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.